La question fondamentale pour quelqu'un qui dirige une équipe, un groupe, une entreprise, est la question du sens. Ce sens qui s'opère à travers 3 types d'actions: rassembler, agir et transformer. Le tout dans une échelle du temps qui est compliquée puisque la contingence vient perturber en fait le manager et ses équipes. Il faut donc bénéficier d'une très grande adaptabilité. Nous avons beaucoup insisté sur le fait qu'il faut avoir une vision interactionniste et non pas une vision fonctionnaliste ou une vision déterministe. Le sens résulte d'une capacité à vivre ensemble et à avoir un projet pour le futur. Autrement dit, le sens ne se décrète pas, le sens ne résulte pas d'une explication, le sens est finalement la colonne vertébrale de ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire le plaisir que nous nous suggérons de poursuivre notre vie ensemble. Ça suppose effectivement du don, c'est-à-dire que ça suppose qu'il y ait des échanges, des dons, des contre-dons, et que ce don correspond au fait que nous sommes à l'aise dans la représentation du monde que nous partageons. En matière de synthèse, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de voir ce schéma, qui est la vraie définition du sens pour un lacanien, mais il y a évidemment une interprétation anthroposociologique avec cette loi, et le manager est là pour la faire respecter. Un seul n'aura pas tout, tout le monde devra avoir quelque chose. Cette loi permet de sortir de la violence pour entrer dans l'échange, donc le symbolique, le don, qui permet de construire en reliant nos imaginaires. Autrement dit, quand le langage a atteint un niveau de perfectionnement très fort, autour de 60 000 avant Jésus-Christ, on constate qu'il y a une espèce d'explosion culturelle, parce que les sociétés sont constituées, elles sont moins violentes, du même coup elles construisent, elles fabriquent, elles innovent. Pour se rappeler qu'un seul n'a pas tout, il y a des rites. Pour se rappeler qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, il y a des mythes. Et pour se rappeler qu'il y a des choses qu'on n'aura jamais, il y a les fantasmes. Le sens est finalement la friction entre ces différents éléments. C'est le parfum, qui est d'ailleurs plus de l'ordre du ressenti que de l'ordre de l'explication verbale. Rassembler, qu'est-ce que ça signifie ? Rassembler, ça signifie, comme l'explique Rec Miret dans son premier ouvrage, Le Manager Leader, ça signifie qu'il faut pratiquer la justice. Si un seul n'a pas tout, il faut s'assurer qu'il y a une bonne distribution. Et dans une entreprise, qu'est-ce qu'on distribue? Plein de choses. On distribue des rémunérations, on distribue des primes, on distribue des tâches, on distribue des difficultés. Il s'agit d'être juste sur ce point-là. La compréhension de l'altérité
est un point fort dans l'éducation d'un homme, puisqu'en fait, par rapport à la notion de tolérance, l'altérité impose de construire quelque chose avec les autres. Ma liberté s'étend au travers de celle des autres. Dans les périodes de crise, l'altérité en prend un coup, parce que la confiance se dégrade, parce que l'autre est vu comme un concurrent. Et donc, il y a une attention tout à fait particulière à mettre en exergue les particularités de chacun sans les réduire à ces particularités-là. Rassembler, c'est construire une éthique. C'est-à-dire un projet où nous serons contents de nous retrouver ensemble demain et après-demain. L'action. Alors l'action diffère un peu de beaucoup de choses et ça nécessite de s'interroger sur ce qu'on peut appeler la philosophie de l'action. Un stratège chinois, Cao Cao, dans l'art de la guerre, dit « Les affaires militaires ne se traitent pas comme les affaires d'État, les affaires d'État ne se traitent pas comme les affaires militaires, on ne dirige pas une armée par les us et coutumes. » Cette capacité chinoise a évoqué que dans l'action, il y a des règles, cohésion, cohérence, compétence, il y a du temps. Alors que quand on rassemble, il y a une loi, mais elle donne lieu à des distributions. Il y a des dons, il y a des imaginaires, et c'est un voyage au long cours. Toute action a un début, toute action a une fin, toute action a besoin d'une évaluation objective. On voit là un homme suspendu à un hélicoptère, avec en bas les chiens bleus qui vont essayer de l'aider à s'arrimer au pont, malgré les mouvements des uns et des autres, les grands vents, une mer qui est un petit peu agitée ce jour-là. On voit bien que l'illustration, compétence des pilotes, cohérence des gestes entre les différentes équipes, et cohésion, il faut avoir confiance les uns dans les autres. Dans la philosophie de l'action, si on regarde ce que disait De Gaulle, apprécier les circonstances dans chaque cas particulier, c'est le rôle essentiel du chef. Du fait qu'il les connaît, qu'il les mesure, qu'il les exploite, il est vainqueur. Du fait qu'il les ignore, qu'il les juge mal, qu'il les néglige, il est vaincu. Ben, très clairement, cette philosophie de l'action consiste à avoir un ajustement permanent avec l'environnement, consiste à s'intéresser à l'ensemble des détails et signaux faibles qui peuvent arriver. Dans l'action, le manager doit aguerrir ses équipes, c'est-à-dire les entraîner, regarder leur niveau d'engagement, d'adhésion, et travailler sur des anticipations, notamment ce qu'on va appeler les points de non-conformité dans le langage militaire. Se préparer, l'analyse des risques, c'est faire l'analyse de tout ce qui peut être non conforme. Nous le disions, cohérence, cohésion, compétence, c'est ce qui crée la confiance générale. On n'a pas besoin de s'aimer pour ça, et c'est une des caractéristiques de la philosophie de l'action. Mais en revanche, forcément, il s'y donne quelque chose. Quand on travaille avec les commandos de marine, qui sont de petites équipes, et on dit que le système d'armes du commando, c'est lui, hein, c'est son propre système d'armes. Quand 3 ou 4 commandos sont lâchés pour une opération risquée, il va falloir faire face à des situations inattendues, y compris une faiblesse psychologique, y compris un défaut de résilience à un moment donné. Et donc, je me suis rendu compte que ces gens jouaient beaucoup ensemble quand ils ne sont pas en opération. Ils jouent pour s'habituer les uns aux autres, hein, j'allais dire se toucher pratiquement, et ainsi arriver à une capacité relationnelle meilleure. Autrement dit, dans le don, il y a la capacité à se comprendre rapidement. Les études que j'ai pu faire il y a quelques années ont montré que les équipes les plus performantes étaient les équipes qui avaient le langage corporel le plus fort, dans lequel on se touchait plus que les autres équipes. Et que des gens très intelligents, mais sans ces capacités relationnelles, donc sans cette recherche de cohésion, eh bien finalement,
arrive à construire des échecs. La transformation. La transformation, c'est 3 choses sur lesquelles il faut entraîner les équipes. La vision, autrement dit la stratégie. La pédagogie, comment déconstruire ce que l'on sait qui n'est pas tout à fait vrai pour reconstruire des choses un peu plus vraies. Et l'innovation. Donc quand les gens parlent du changement, avec la fameuse courbe du changement, etc., oublions ces aspects psychologiques mal digérés. L'entreprise n'est pas un lieu de psycho-papouille et encore moins de psycho-patouille. Autrement dit, il y a un côté rhétorique, convaincre que la vision ancienne doit être abandonnée pour une nouvelle. Et là, il faut mettre en œuvre des moyens spécifiques. Mettre en place une pédagogie qui permet aux gens d'acquérir les connaissances et les compétences qui vont bien. Et ouvrir des laboratoires d'innovation sur les process, sur les relations, sur tout ce qui constitue l'entreprise, et pas seulement sur la technique. Cette boucle de leadership qui fait que finalement des individus se rencontrent sur le désir de faire quelque chose, avec une disponibilité énergétique, en accentuant les tensions qui vont résulter du travail collectif, se structure donc en 3 thématiques. Transactionnel, ça veut dire rassembler, justice, don, altérité, diversité. En situationnel, dans la philosophie de l'action, avec cohésion, compétence et cohérence. Et finalement, dans la transformation, avec un principe de volonté dans la stratégie, un principe de savoir dans la pédagogie et un principe de faire dans l'innovation. Le manager, à partir de là, aura le choix de travailler par pression ou par suscitation de vocation. Alors, manager par pression ou suscitation de vocation, on voit très rapidement, moi qui ai visité un certain nombre de bâtiments militaires, au premier pas posé sur un bâtiment, on voit tout de suite, même si on ne l'a pas rencontré, si le commandant opère plutôt par pression ou par dépression. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par pression, le manager a tendance à être très dirigiste. Par dépression, il fait plutôt appel à la vocation. Il y a une espèce d'appel d'air. Et globalement, le management par dépression est beaucoup plus performant que le management par pression. Il y a une exception cependant. C'est quand le temps manque et que dans la philosophie de l'action, à un moment donné, il faut mettre une pointe de pression pour que les choses se recalent au plus vite. On comprend que dans un incendie, les pompiers ont en général 6 minutes et 15 ou 30 secondes, mais disons 6 minutes 30 pour prendre les bonnes décisions. Forcément, là, il y a une intervention par pression. Et quand on a fait des enquêtes chez les pompiers, on a trouvé que les gens trouvaient que finalement, ça débordait et c'était trop souvent un management par pression. Dans la marine, on voit pas mal de management par dépression. Mais un bâtiment, les gens vivent 24 heures sur 24 ensemble. Et donc, il y a de la place à certains moments pour faire des évolutions, des échanges, dans ce que j'appellerais une lenteur constructive. La promesse et le désir, c'est le problème de l'écoute et de la jouissance, donc de savoir entendre ce que les gens désirent et de leur proposer dans l'action d'en jouir et de montrer qu'il y a effectivement du sens à opérer tous ensemble. Quant à la personne, eh bien, il y a toujours un débat entre la représentation et l'action, puisque nos actions dépendent des modèles de représentation que nous avons. Si vous êtes un manager par pression, vous serez plus à l'aise dans les situations de crise. Si vous êtes un manager par dépression, vous serez plus à l'aise dans des situations transformationnelles. Voilà ce qui conclut, en quelque sorte, ce travail sur le manager et ses équipes. Si nous terminons exceptionnellement sur un fond noir, c'est pour dire que ce fond, c'est à vous de l'écrire. Hein, et c'est à vous, à partir de là, d'inventer une nouvelle histoire du management
avec de nouveaux types de relations, une nouvelle efficacité et une efficience redoublée. Bon courage.